Coucou les gros bidous et bienvenue dans la petite vidéo du jour. Concept un petit peu spécial, juste parce que vous êtes là pour découvrir un tarot que j'ai moi-même découvert en bouquinerie hier. Il venait sans sa boîte, c'est la raison pour laquelle je l'ai déjà gentiment mis dans un pochon créé par Rose. Et à l'arrière des cartes, vous allez peut-être deviner, et je sens ici une rugosité sous mon doigt, donc je sais qu'il faudra le nettoyer et peut-être le purifier un peu. Vous devinez peut-être de quel tarot il s'agit. C'est un tarot qui a été republié en 2018 par US Games, mais j'ai chopé la version originale qui date de 1990. C'est le Guild Tarot. Oui, bah vous l'avez deviné, c'était déjà le titre de la vidéo certainement. Je vous explique comment ça s'est passé. Il était dans un... Oh là, je vois les reflets là d'un coup. Ok, il faudra le nettoyer. Il était dans un petit emballage, genre une pochette en plastique. Tiens, je vous la montre. Comme ça, c'est genre ok, et je vois cette pendule que je trouve déjà vraiment assez intéressante au niveau des couleurs et tout. Alors il y a un côté un peu daté dans ce genre de peinture qu'en général j'aime pas plus que ça, mais il attrape mon regard évidemment avec ses couleurs et puis je me dis ça me dit quelque chose, et donc il était mélangé, les cartes n'étaient pas dans l'ordre et je le prends et je tombe directement sur une carte des mineurs du style quelque chose comme ça, et là je me dis, mais c'est le tarot préféré de Katie Flowers. Donc, je pense directement le tarot de Katie Flowers. Katie Flowers, elle avait une chaîne tarot très, très appréciée qu'elle a arrêtée. Mais la chaîne reste toujours visible. Donc, vous pouvez regarder ses vidéos et c'est toujours un plaisir. Et c'est vrai qu'elle parlait toujours de ce tarot qui était son préféré, hein, son tarot de l'âme, son chouchou, un truc assez inexplicable et tout. Et donc, j'avais googlé ce tarot parce que je trouvais ça assez impressionnant. Parce qu'effectivement, je peux comprendre, il y a quelque chose de vraiment spécial. Et je me suis rendu compte dans mes dernières vidéos que je parlais d'originalité pour beaucoup de mes tarots. Mais bon, il faut se rappeler que c'est un tarot de 1990. Et pour le coup, il avait probablement quelque chose d'original à l'époque. Surtout dans ses majeurs, avec dans ses mineurs, avec le chiffre en grand, le symbole de la suite, ses couleurs pétantes et en plus un mot-clé qui peut faire penser au tot, mais en fait on n'est pas du tout dans le système du tot. Je pense qu'il faut être clair ici, ça n'a rien à voir en fait. Il a son système propre. Oui, alors ok, si. On peut retrouver un peu le système du tot ici aussi sur comment ont été les noms qu'on a choisis pour les figures. Et donc, voilà, je m'étais dit, waouh, intéressant quand même, parce que je vois bien qu'il y a quelque chose qui peut titiller dans ce tarot, qu'il est original, et qu'encore maintenant, 35 ans après sa parution, il continue d'avoir une place un peu spéciale dans le paysage tarologique, mais j'allais quand même pas mettre 25 € quelque chose comme ça, pour l'acheter neuf. Et donc là, je le vois, waouh, 7,50. Non, mais je sais pas comment c'est chez vous, mais depuis qu'il y a Vinted, et que du coup, tous les gens qui permettent de craquer pour tout et n'importe quoi, et qui après revendent quasiment au prix du neuf, hein, qu'avec les frais de port, c'est le prix du neuf, ça a vraiment percolé partout, c'est-à-dire qu'en bouquinerie, dans tous les magasins de seconde main en général, les tarots se vendent à des prix vraiment beaucoup plus chers qu'il y a genre 5 ans, et vraiment un peu trop cher, quoi, parce que la différence avec le neuf, parfois vu l'état des tarots et tout, enfin rien ne le justifie. Et en plus, il y a énormément de contrefaçons qui passent, et il y a des endroits où les gens vont être attentifs si vous leur dites, comme Pêle-Mêle par exemple, et d'autres endroits comme les Petits Riens où les gens n'en ont juste rien à foutre, puisque voilà, c'est pas, ils les reçoivent du coup, c'est un peu comme Emmaüs en France si vous voyez, et vraiment, voilà, personne n'en a rien à foutre. Ce qui m'énerve énormément par le manque de respect des artistes, j'ai vu des tarots comme le Rainbow Tarot de contrefaçon là, et c'était genre, mais c'est encore un tarot indépendant. Les personnes qui sont arnaquées sur toute la ligne, c'est les artistes. Bon, et puis aussi, du coup là, on a encore moins de raisons de savoir comment c'est produit en Chine, bon bref. Et d'ailleurs, j'ai vu quelque part que la première édition du Guild Tarot avait été imprimée en Belgique. Mais je ne sais pas si cette édition-ci, parce que j'ai pas les 2 cartes supplémentaires qui avaient des informations en plus, ni la boîte. Donc, je suis pas tout à fait sûre, malgré le copyright de US Games, que c'est effectivement la version de 90. On sait qu'ils ont acheté les droits en 90, mais peut-être qu'il y a eu des réimpressions, des rééditions avant celle de 2018. En tout cas, elle était longtemps en rupture de stock.
Donc, est-ce que je finis mon blabla sur les bouquineries? Oui, c'est une bouquinerie dans le centre de Bruxelles dans laquelle je suis allée. Et alors, j'hésite à donner le nom. D'habitude, je suis assez sympa avec ça. Je vous donne tous mes bons plans. Mais là, j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression qu'elle fait de la résistance. En fait, les trucs sont derrière le comptoir. Il n'y a pas toujours des tarots, mais voilà, on peut discuter avec les gens au niveau des arrivages et tout. J'ai jamais vu une contrefaçon là. Les prix sont justes, à savoir que, par exemple, il y avait un tarot arthurien super rare, c'était 25 € le boîtier, c'est normal, parce qu'en ligne, ça se vend à environ 4 fois plus cher, quoi. Et des tarots, genre, publiés par les intuitifs de Tré Daniel, ou des trucs comme ça, qui avaient l'air assez proches du neuf, sont à 12, 13, 14 €, c'est la moitié du prix plein. C'est assez honnête, voilà, j'ai quand même compté les cartes pour savoir si le tarot était complet, mais visiblement tout est bien checké, comme bon, c'est le cas à pêle-mêle et tout ça aussi, ceci dit. Mais voilà, là, je trouvais ça cool. Par exemple, genre à pêle-mêle, il prendrait jamais un truc comme ça sans la boîte, mais en vrai, c'est un tarot qui est plus enfin, qui a été réimprimé, mais c'est pas, les couleurs sont plus saturées et tout. Il y a un intérêt à avoir la version d'époque, je trouve. Pour moi, mon petit cœur d'historienne de formation est toujours un petit peu touché par ce genre de choses. Bref, j'étais vraiment contente que cette bouquinerie continue de faire de la résistance. Allez, je vous donne le nom parce que si vous êtes encore là à 6 minutes de la vidéo, vous le méritez. C'est la librairie, la bouquinerie Évasion à la rue du Midi. Vraiment dans le centre-ville, près du Mannequin Peace, près de notre quartier, le quartier LGBTQIA+. Donc voilà, on est chez nous. Voilà, je vous conseille aussi... Il n'y a pas un rayon féministe à proprement parler. Je sais pas, je suis pas retournée à l'étage aujourd'hui. Mais on trouve souvent la littérature féministe aussi. Je sais pas. C'est moins la foire que pêle-mêle et tout. J'aime pas du tout le pêle-mêle du centre. Franchement, il faut limite me payer pour y aller. Mais les tarots sont dans une vitrine à l'entrée au pêle-mêle du centre. Alors c'est facile de juste aller voir les tarots et de ressortir. Bref, je vais pas vous parler de mes bouquineries préférées de Bruxelles parce que j'ai beaucoup de choses à en dire, mais d'ailleurs, bon, juste le conseil pêle-mêle tarot, c'est celui d'Ixelles, qui est pas loin non plus des petits riens de la rue américaine. Donc c'est quand même un endroit où, pour ce qui est la recherche de tarot vintage, c'est intéressant. Mais si vous allez aux petits riens, faites ultra attention aux contrefaçons, c'est scandaleux. Ça dépend des moments, parfois ils ont plein d'arrivages, et genre ils ont que des faux. Faites gaffe. Je vous renverrai certainement, je mettrai le lien de la vidéo de Nicolas du Salon des Arcanes qui nous explique en partie comment reconnaître des faux. Bref, du coup, c'est vrai que j'aurais pas acheté ce tarot neuf, mais que j'étais vraiment assez intriguée. En fait, il est vraiment, je sais pas, il est original, il est coloré, et même si c'est pas mon style d'art préféré, il y a vraiment quelque chose qui me tape à l'œil, et donc 7,50 €, c'est devenu tellement rare de trouver des tarots de seconde main à 7,50 €, et c'est le début du mois. Donc, je n'avais pas de raison de ne pas l'acheter. Alors, j'ai regardé quelques vidéos de Katie Flowers, mais pas trop le carte à carte, mais au sujet de la réédition et tout ça. J'ai cru comprendre que c'était centré autour de la Kabbale, et ici les lettres, et de l'arbre de vie. Et j'ai compris aussi que Katie Flowers l'utilisait sans le livre et tout pour pas rentrer dans ces trucs très occultistes, où aussi il y a beaucoup de trucs binaires au niveau du genre et tout ça. Et donc je me suis dit, ben tant mieux, j'ai pas le petit livret, j'ai pas le grand livre non plus qui va avec, mais je peux faire abstraction des éléments qui me parlent nettement moins. Donc c'est vrai que les références kabbalistiques et autour de l'arbre de vie et tout ça, on les retrouve beaucoup dans le tarot Thoth, mais aussi disséminé dans le Rider-Waite-Smith. Voilà, ça date d'une certaine époque. Il y a des choses que je trouve intéressantes à aller creuser au niveau occultiste de temps en temps. Une zine me prend et je m'y mets pendant quelques temps. Oui, j'utilise des expressions belges parce que bien sûr, elles sont importantes. Et avoir une zine quand même, c'est important, c'est chouette. Voilà, je ne dirais même pas ce que ça veut dire. Mais bon, voilà, moi, j'ai un côté appropriation culturelle dans la Kabbale et tout ça, même si quand on revient sur l'histoire, on voit bien que c'est quelque chose de très ancré dans le temps, mais il y avait aussi pas mal d'antisémitisme chez les occultistes du 19e, début du 20e siècle, etc., qui sont pas à dissocier non plus de leur appropriation culturelle de ces choses-là. Et donc, c'est quelque chose que, voilà, moi, ça m'intéresse pas du tout de rentrer là-dedans, dans ma propre pratique du tarot. Voilà, pour moi, c'est des gros warnings.
Voilà, il y a des gens qui le font avec du respect et qui estiment déjouer les pièges de l'appropriation culturelle et de l'antisémitisme. C'est à elle de voir. Je n'en sais rien, je connais du coup pas suffisamment bien pour juger de leur pratique. Mais ça ne m'intéresse pas, mais j'étais rassurée de voir via Katie Flowers qu'il y avait moyen de ne pas tomber forcément dans ces pièges-là quand on explore ce tarot. Ok, hop, je vous mets comme ça. J'espère encore ne pas faire... J'espère encore ne pas faire de montage sur cette vidéo, donc voilà. Je suis près de l'écran, vous m'entendez comme ça, c'est de respirer, reprendre ma respiration parce que je parle un peu trop vite pour moi. Donc santé, je vais boire un peu. Si je dois faire du montage au final, on verra. Yes, ok, je me disais un petit walkthrough en vitesse, même si je suis pas bien positionnée pour voir mes cartes. Donc je vous ai dit que cette version-ci était un peu moins saturée au niveau des couleurs. Le copyright à l'époque était toujours beaucoup trop visible sur les jeux US Games. Visiblement, la qualité, par contre, bon, il a bien été utilisé, mais la qualité des cartes est beaucoup plus sympa, il est plus fin, et elles ont une meilleure flexibilité, elles reviennent bien en place, mais voilà. J'imagine que c'est pas si simple de retrouver encore ce genre d'édition. Et donc oui, je vais bien les frotter avec un petit chiffon humide et je vais les purifier. Mais pour ça, il faut que je prenne le temps d'aérer bien en grand, de sortir mes encens aux plantes à brûler, tout ça. Donc je ferai ça un peu plus tard. Ok, j'y vais. Je ne vais pas forcément tout commenter, mais quand j'ai commencé, quand je l'ai rangé, donc je l'ai regardé un peu dans le train, je me suis dit ok, il y a quand même des choses qui me marquent et dont j'aimerais parler déjà sur la symbolique. Je vais creuser ça. Mais donc là, par exemple, on a les habits qui reprennent le jour et la nuit. Et c'est intéressant de voir comment ça revient. J'aime bien aussi ici qu'on voit la symbolique de le disque ou la terre qui va revenir dans les pentacles. Aussi une inspiration plutôt Thoth. On a plutôt des disques que des pentacles ou des deniers ici. On a ici l'impression d'avoir une plume de feu. Et donc les éléments sont assez présents. Je trouve, est-ce qu'on voit quelque autre chose au niveau élémental? Non, je vois pas forcément les coupes, même si le petit sac en bandoulière vide peut nous inspirer. Puis on a les bâtons, voilà, en mode... Est-ce que ça, ce serait une petite épée? Je sais pas. Et ce petit chien qui est en mode, ouais, bah vas-y tout seul, hein, chou, voilà. Tu vas sans ton allié. Je trouve ça vraiment, voilà. Je trouve déjà ça très inspirant, en fait, comme fou. Alors, est-ce que je vais faire un truc un peu comme ça pour que vous gardiez la vision pendant que j'avance? On va voir. La magicienne, déjà je dois dire, ça était peut-être un peu novateur à l'époque d'avoir une magicienne, a priori, on dirait. Pas sûr. On peut encore voir le genre qu'on veut. Et j'ai fait, il y a peu, hein, il y a genre moins d'une semaine, je vais publier ma vidéo avec mes cartes de la magicienne préférée. Là, j'aime bien, hein, elle se balade dans un pré et elle a ses éléments accrochés à sa taille ou en main. Donc on voit déjà qu'on a un tarot qui revisite bien le Rider-Waite-Smith, qui n'était pas si courant que ça à l'époque. On a des symboliques classiques avec les lys et les lys blancs et les roses rouges. Mais le fait qu'elle s'empare et qu'elle part avec ces éléments, voilà. Si vous avez regardé cette vidéo-là, vous avez compris que c'était un truc que j'aimais beaucoup. Du coup, je ne reviens pas là-dessus maintenant. Mais donc, très intéressant de voir comment les vêtements vont évoluer. Je pense qu'il va y avoir beaucoup à creuser si jamais je veux utiliser ce tarot en mode plus analytique. Ça va être vraiment sympa. Je me rends compte que j'ai pas assez de place sur mon téléphone pour ne pas faire de montage en fait, mais on va voir. J'adore les prêtresses quand leurs robes se font comme ça dans l'eau. Et donc, je pense qu'on va aussi voir les aspects un petit peu... J'ai déjà remarqué quand je suivais les cartes, hop, je me disais, ok, l'eau est derrière ou l'eau est devant, mais elle fait partie du truc, jusqu'à, je sais plus c'est laquelle, où on commence à voir l'eau qui est à un autre endroit. Je crois que c'est la lune, où elle est passée la lune. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mise derrière l'étoile. Où là, on a vraiment... Non, c'était pas ça que je voulais dire. Enfin, bon. J'avais fait un truc que j'avais remarqué, un truc assez intéressant par rapport au positionnement de l'eau, mais on va peut-être y revenir plus tard, parce que maintenant, ça me paraît plus forcément faire sens, ce que je disais. Mais donc, on voit vraiment une évolution des arcanes majeures qui est intéressant. Mais déjà, c'est aussi intéressant, je sais que j'avais fait le lien. Quand on voit ici, on a la grotte comme ça autour, mais elle est quand même humanisée dans le sens où on devine des briques. Et celles de la lune font vraiment penser ici à la prêtresse. Parfois, on trouve que ça nous fait plus penser
à ça, les tours de garde de la lune. Parfois, voilà, ça dépend un peu des jeux, je trouve, à quoi elles vont faire des liens, si elles font des liens avec des autres cartes. Mais là, ça me fait fort penser à la prêtresse. Bah oui, on est quand même sur des cartes qui sont un peu jumelles, un peu voisines, sous l'égide de la lune. Des poissons aussi, comme signe. Alors, je la trouve vraiment magnifique, quoi, qui s'étale comme ça. Enfin, magnifique. J'aime pas trop ce type de dessin, mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis, ses mains croisées, au lieu de tenir le livre. Je trouve ça fort aussi, je trouve ça plus fort. Ce voile qui se fond dans l'eau, c'est super évocateur. Pour moi, c'est très profondeur, très inconscient, très rêve. Ça m'inspire beaucoup. Et alors, vraiment, je trouve que l'idée du portail et comment il va être représenté vraiment d'un autre côté avec le hiérophante qui est là derrière. On a toute une autre symbolique qui est là. Aussi sur le positionnement de la lune. Ici, il y a la Isis par-dessus. Là, au niveau du bas-ventre. Voilà. D'ailleurs, la notion du voile, de la prêtresse et de la justice, c'est une référence à plein de traditions du tarot et qui prend en compte certains éléments pour venir avec un parti pris chouette au niveau du truc. Et alors, j'aime beaucoup la police qui a été choisie, enfin, à mon avis, c'est vraiment la personne qui a dessiné, qui a ramené ça ici. Pour écrire le nom des cartes, j'aime beaucoup. Et ça, c'est le type dans Impératrice que je voudrais voir systématiquement, je pense. Quoique. Alors, j'aime bien quelle est la prolongation de la Terre. J'aime bien l'eau qui fait partie d'elle et tout ça. J'aime beaucoup les références qui font très ouvertement déesse mère, Déméter et tout ça. On a vraiment même Gaïa. Mais elle semble dominer le paysage comme ça. Et ça, j'aime moins. Ça, pour moi, ça fait très religion monothéiste, en fait. Ouais. Mais a priori, j'y voyais plus quelque chose comme la personnification de la nature par les humains à travers les millénaires dans le culte qui est rendu. Et voilà, ce qui nous permet aussi d'entrer en contact avec les esprits du lieu, parfois en les imaginant plus humains. Et puis voilà, c'est vraiment aussi cette présence des dieux et du divin dans la nature qui est assez importante. Moi, là, j'ai l'impression que l'empereur fait respirer ses couilles. C'est ce que j'ai à dire. Sauf qu'il doit, je sais pas s'il se prend une petite brise ou si avec les volcans, ça fait pas chaud. Voilà. Ok, écoutez, je suis pas très marrante. Mais souvent, on voit beaucoup de stabilité chez l'empereur. Mais là, je trouve que, ok, il a l'air hyper stable. Mais sa position n'est pas tant que ça. Et on dirait aussi comme une espèce de statue, comme le géant de Rhodes ou quelque chose de ce style, qui me fait penser à un empereur qui serait plutôt dominant, du coup. Mais la fusion avec les éléments, à chaque fois, ici avec l'élément du feu, peut certainement nous renvoyer vers d'autres voies pour les analyser. Voilà notre prêtre pour le pape ou l'hiérophante. Il est nommé prêtre ici. On a encore une fois les symboles qui reviennent de la magicienne et vraiment je pense que ça peut être très intéressant de rentrer dans une contemplation avec les cartes justement avec tous ces symboles et on commence à voir aussi au niveau des couleurs ici avec le noir et le blanc des choses qui reviennent. Je pense pas que je vais m'attarder beaucoup là-dessus mais voilà, il y a quand même des moyens de réfléchir intéressants avec ça. Alors là j'aime bien parce que moi je vois ça en mode là, cette meuf, elle est en mode « Oh, je t'en prie, Ange, je ne veux pas de ce mec qui me fait des avances de relou. Je m'en vais avec toi. Je vais explorer d'autres choses. » Et c'est vraiment intéressant parce que je crois que c'est quand même une partie de ce qu'on cherche dans le tarot. Pour moi, ça fait un lien avec mon histoire. J'ai l'impression d'être la gamine qui savait pas qu'elle était lesbienne ni rien, qui savait juste que vraiment les mecs c'était pas son truc, qu'elle voulait absolument jamais se marier parce que le mariage ça avait l'air vraiment relou. Ok, d'accord. Entre-temps, je suis mariée, mais je suis bien lesbienne. Et du coup, comme j'étais dans un environnement catholique, je rêvais de la Vierge Marie, j'étais fascinée par elle, et puis tout ce que je voulais, c'était être honnête, quoi. Comme beaucoup de lesbiennes en fait qui viennent de ce genre de milieu, on en connaît quand même pas mal. Et pour moi, c'est un petit peu ça aussi, c'est cette intuition de ne pas se retrouver dans un système hétéro-cis patriarcal et de se dire, ok, je fais le choix d'une autre voie, parce que bon, les amoureuses, c'est aussi une carte de choix. Et donc voilà, je vois un peu ça là, genre, non, non, je ne céderai pas aux avances de l'hétéro-cis patriarcat, une autre vie m'attend. Et donc c'est plein de promesses aussi. Et pour moi, je décide de l'avoir comme ça, comme une carte de choix. Sinon, je sais pas, mais la propagande hétérosexuelle, ça marche pas des masses, ça n'a pas envie. Hein.
Ok, je rigole. On a de nouveau là la cape de nuit qui revient avec le chariot, comme dans beaucoup de chariots assez traditionnels, mais alors on a cette idée de mouvement là, on a l'élément feu qui semble revenir avec, je sais pas, c'est un côté forgeron qui me fait penser là, ici, à quelque chose d'assez intéressant avec ce cheval de feu. La présence du paysage est vraiment très très jolie, je trouve, ici, et voilà, c'est le genre de chariot que j'aime encore bien voir, parce qu'en fait, c'est pas genre, oh oui, par la volonté, on y arrive et tout, c'est... En fait, tu vas te faire expulser de ce chariot. Regarde, il va beaucoup trop vite. Ton cheval est sur le point de s'envoler. Mec, descends et vas-y à pied ou cherche un endroit qui est un petit peu plus stable et auquel tu peux un peu plus faire confiance parce que là, voilà. C'est ce que j'aime encore bien voir dans le tarot. Dans le tarot, je dis toujours tarot au lieu de chariot quand je suis fatiguée. Je mélange souvent les mots, mais j'ai remarqué dans mes vidéos que c'était un lapsus que je faisais souvent. J'ai plus de place sur mon GSM. Je vais devoir faire une deuxième partie à cette vidéo finalement. Je pense que je vais juste monter des grosses parties. Waouh, cette force, elle est forte parce qu'on voit que le prédateur est réellement prédateur. On est seul avec lui dans le désert et il y a la carcasse de l'animal qu'il a mangé. Et le serpent a aussi l'air menaçant. Et en même temps, la personne est d'une sérénité totale, brillant comme ça dans ce désert et en paix avec... Bah, elle est vraiment inspirante. Et je continue parce que j'ai été coupée. Et waouh, l'ermite au sommet de son truc. Genre, comment tu as dû atteindre au sommet de ta falaise. Ça a dû être vachement compliqué. Comment t'es pas du tout abîmée, là, au sommet de, de ta falaise. Franchement, il faut y aller hein, pour pas se faire mal. Mais en fait, une fois que tu es là, ce parcours ardu, potentiellement douloureux, te permet de te donner un cosmos comme ça, d'entrer aussi dans une espèce de conscience au-delà de toi. Et puis on a aussi ce côté peut-être de l'ermite, c'est comme un phare au milieu de la nuit pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver leur chemin ou à le suivre. Bref, la roue de fortune, on a ces éléments d'arc-en-ciel qui vont revenir à certains endroits. Les 4 suites éléments qui sont repris ici. Et hein, on a les symboles égyptiens avec les yeux et on ne va pas aller beaucoup plus loin dans les détails ici. Encore une carte dans laquelle je trouve que c'est assez facile de rentrer et de s'imaginer directement et de suivre son intuition, de suivre ce qui vient au niveau émotionnel par rapport au carré qui était devant l'hiérophante, si vous vous souvenez. Je trouve qu'ici, on a l'impression que la façon dont elle est là, posée avec sa balance et épée, et avec toute cette humilité, le regard tourné vers le bas à l'intérieur et tout, je trouve que ça donne envie de venir se mettre à genoux devant elle. Et j'ai l'impression qu'il y a une notion de sacrifice aussi, d'une pensée qui serait trop simple ou trop binaire, et d'arriver avec humilité devant elle et de la laisser peser parfois nos raccourcis aussi, notre façon de penser trop simple, et de réfléchir avec elle à voir au-delà des apparences quelque chose qui serait peut-être plus complexe. Je sais pas, ça m'inspire vraiment directement, je me vois méditer avec elle et me poser avec elle, et c'est aussi parfois ce que j'aime bien dans le tarot. J'aime bien le kitsch de celle-ci. Et sa posture. Et on a l'impression que des pièces sont tombées de ses poches. Et donc, il y a quelque chose de peut-être pas trop s'accrocher à... C'est compliqué. Parce qu'on en a bien besoin de nos ressources matérielles. Mais à certaines choses qui peuvent nous détourner du chemin, et peut-être que hein, bon, c'est vraiment c'est un sacré luxe et un sacré privilège de classe de pouvoir penser qu'on n'a pas besoin des ressources matérielles pour aller voir à l'intérieur de soi et changer de perspective et tout. Mais il y a quand même quelque chose dans le fait de... Non, en fait, non, c'est un point de vue classiste, en fait, qui est présent dans le tarot et dans certains trucs occultistes. Et bah, félicitations aux gens qui ont vraiment pas besoin d'argent pour vivre, mais c'est parce qu'ils en ont, quoi, en fait. Mais ceci dit, en abstraction de ça, je le trouve très kitsch et très inspirant et très... voilà. Mais je dirais pas plus sur le pendu. Ok, je me retrouve sur le lit, dans une pièce à la fois beaucoup plus bruyante et aussi beaucoup plus froide. Je pense qu'il fait une dizaine de degrés. C'est bien, on va aller plus vite. Alors, à la carte de la mort... Franchement, déjà, je dois dire que je la trouve magnifique. Je la trouve touchante. Et j'ai cru constater qu'il y avait un contraste un peu plus marqué
dans la nouvelle édition, parce que j'ai regardé en vitesse quelques cartes sur une vidéo de comparaison, ce qui peut être tout à fait bénéfique, parce que j'aimerais bien que cet oiseau, que je me plais à voir comme un vautour, soit un petit peu plus visible. Waouh, elle est impressionnante, la lame de sa faux est longue et tranchante, on devine un visage, un crâne en transparence, ça me fait penser à la déesse Hel ou Hela, donc c'est vraiment fabuleux. Et c'est vrai que le fait que là le paysage de Locke, limite, apparaisse derrière, avec des espèces d'ombres aussi ici, comme des phénomènes visuels un peu hallucinogènes. Enfin, c'est intéressant, mais au lieu d'essayer peut-être, je pense pas que je passerai du temps à trop contempler ce que ça donne de carte en carte dans l'arcane majeur. Par contre, je pense que dans un même tirage, ça peut être très intéressant de se poser la question: où vient l'eau, où vient la terre, où viennent des symboles divers et variés. Et alors, je me suis demandé, parce que là, vous voyez, à ses pieds, il y a vraiment du sang, comme ça, de la destruction. On a aussi les symboles des suites et des éléments qui sont tombés sur le sol et qui en plus, voilà, on dirait que la lame de l'épée s'émousse, l'eau de la tombe de la coupe, le bâton semble perdre ses branches et le disque est cassé, brisé. Donc, on est vraiment dans ce truc de waouh! Tout s'effondre aussi, enfin, c'est une morte qui est vraiment, enfin, il y a la mort, quoi, dans tous les cas, mais pour moi, la présence du sang, là, elle est quand même vraiment un symbole très fertile, et je me disais qu'on revoit des taches de sang à différents endroits dans les majeurs. Je ne sais pas si on en a déjà vu dans les cartes précédentes, mais on voit aussi, là, dans les pas, les empreintes ici, sur la lune. Je trouve que c'est des symboliques qui sont assez riches à étudier. Bon, Samhain veut rentrer. Je sais pas, moi je trouve ça riche comme symbole, c'est directement un truc, waouh, et l'espèce charogne là, qui permet aussi à la mort d'être vraiment l'amorce du renouveau, qui permet d'être fertile et nourrissante, et que Samhain va venir nous aider, voilà, ça devrait bien se passer, hein mon chat. Je trouvais là aussi d'un coup, je me disais, sa couronne, elle est intéressante parce qu'elle montre aussi un côté un peu arbitraire et triomphant de la mort, mais en même temps, pour moi, avec la fertilité, qu'on voit aussi apparaître dans les cartes suivantes, et le côté du renouveau nécessaire, et de la mort nécessaire pour faire place au renouveau aussi, dans tous les sens du terme, hein, au niveau figuré comme parfois, au sens propre dans nos vies. Comment on peut dire ça? Enfin, dans les cycles de la vie, en tout cas. J'essaie de dire ça d'une façon qui n'est pas une apologie du traumatisme horrible et de la perte et de tout ce qui est engendré par la mort, mais à l'échelle de l'existence, quoi. Donc, je trouve ça intéressant de voir la couronne ici par opposition à beaucoup de représentations de la mort où on voit un roi par terre qui a perdu sa couronne et que ça montre aussi la fin de la puissance qui est nécessaire et l'ordre des choses qui fait aussi que voilà, Samhain est en train de rentrer en dessous de la couverture. Voilà, Samhain, ta tête sort du plaid, c'est bon? Non, elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire. Ce chat me fera toujours rire. Bref, un truc sur... il y a une réflexion là qui peut être intéressante. Si Samhain, ben, ça pourrait être intéressant. Samhain creuse des sillons dans le plaid parce qu'elle veut passer en dessous. Et donc ça me déconcentre énormément. Ce chat me fait rire. Mais quelque chose d'intéressant en tout cas sur le fait que c'est elle qui porte la couronne et pas... Excusez-moi, ne démolis pas mes cartes, Samhain. C'est déjà un jeu de collection. Hein. C'est rare. Et hop. Enfant de Satan. Justement. Te voilà. Ça va être difficile avec Samhain comme assistante, mais bon, bref. Voilà. Réflexion intéressante sur le fait que la couronne est sur la tête de la mort et pas sur un roi, sur le sol ou quoi. Non, mais tu vas te remettre sur les cartes, chou, quand tu fais ça. Ce chat est incroyable. Très puissante aussi, l'ange de la tempérance, qui du coup, ses ailes étant fermées, me font aussi penser à celle de la mort. On a une jolie continuité. Et la couronne s'envole dans le mouvement de la main que fait ici la tempérance. Donc on a carrément l'impression d'avoir le même personnage qui poursuit sa route. Et ce qui vient après, aussi aujourd'hui c'est le jour de la Chandeleur, donc on est autour de la Sainte Brigitte, de l'Imolc aussi, des célébrations de Brigitte, et du coup le feu et
L'eau comme symbole de cette déesse me paraissent particulièrement intéressants. C'est aussi par rapport à réflexion sur la roue de l'année. Hein, on est sur une fête de purification, de nettoyage, toutes ces choses qui peuvent aussi venir ici se mettre avec la tempérance. Et on a littéralement son mouvement du haut vers le bas, qu'on n'avait peut-être pas sur la magicienne dans ce jeu-ci, mais qui permet de faire circuler les énergies, on a l'impression, et même d'éloigner les nuages sombres. Est-ce que c'est quelque chose qu'on avait ici sur notre magicienne? Oui, on a là un écho dans les mouvements des deux. Donc on a des échos entre les cartes qui se relèvent ici et qui, pour certains, sont les mêmes que dans beaucoup de tarots ou dans les interprétations traditionnelles, et pour d'autres changes. Ici, on a vraiment l'unicité avec, par exemple, le monticule derrière la magicienne. Et là, on a de nouveau la référence au fait de s'élever au milieu des binarités, de passer outre les dualismes avec les tours, parfois, qu'on voit sur les cartes de la mort ou de la tempérance. Et ici, ce sont aussi des monts. Ok. Rien à dire. C'est pas forcément une approche que moi je ramène beaucoup dans ma pratique du tarot. C'est pas un truc qui me parle particulièrement. Je trouve juste intéressant de le souligner. Alors, Sabine est partie se mettre au bout du lit. On peut récupérer notre plaid. Non, mais c'était joli hein, ce que j'avais fait ici comme espace, Sabine. Merci. Hein. Le diable, moi, ça me fait aussi penser au fait de... J'ai l'impression que le diable, c'est la personne qui nous aide à nous libérer de nos chaînes ici. Je n'ai pas l'impression qu'elle est là, qu'elle nous tient un peu comme des marionnettes ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'elle nous aide à quitter, nous, notre propre limitation. Ou, bon, limitation, c'est un terme un peu chargé, je trouve, dans le tarot. Mais tout ce qu'on a fait sienne de nos traumas, de tout ce qu'on a vécu, la honte qu'on nous a mise, tout ce qu'on a intégré, et dont il est difficile de se défaire et qui nous fait souvent nous sentir plus petites que ce qu'on est en réalité. Et là, j'ai l'impression que ce diable vient nous inviter à enlever les chaînes, qu'il n'est pas là pour tirer dessus, mais au contraire, bon, c'est souvent le cas, hein, la dichotomie, le passage entre l'oppression et la libération est souvent l'invitation du diable. Et encore une fois, on a les ailes qui reviennent vraiment faire un écho là sur une série de 3 cartes que je trouve chouette aussi. Et bon voilà, je vois souvent le diable comme un libérateur, comme un appel à la libération. Mais je trouve que là, c'est facile de ne pas se dire oh, ça représenterait la luxure ou la nymphomanie, et là le fait d'accumuler de l'argent, des trucs comme ça. Et c'est facile de trouver ce diable fort sympathique dans un appel à se libérer. Bon, hein, se libérer des richesses, c'est encore vraiment un bon cliché parce que voilà. Qui sont ces gens privilégiés qui se libèrent de leur richesse que la plupart d'entre nous n'avons pas du tout. Bref, la tour. J'apprécie les personnages démesurément grands. Est-ce qu'ils sont à l'avant-plan parce que la tour est en fait très loin et que sont projetés à l'avant? Ou est-ce que ça nous remet aussi le côté complètement bancal en fait de la tour en réalité par rapport à la taille des gens? En fait, ce qui me paraît plutôt bancal, c'est la taille des personnes qui sont beaucoup trop fins et avec des membres peut-être beaucoup trop longs pour être réels. On dirait un peu des Barbies, hein, c'est pas des dimensions réelles. Et je trouve vraiment bien ici le fait que le bas de la tour a l'air beaucoup plus solide que le haut, même s'il est déjà un peu abîmé, et que la foudre qui tombe ici, qui va faire tomber le haut, ne devrait pas atteindre les fondations sur lesquelles on pourrait rebâtir. Je trouve ça aussi intéressant qu'on a la dimension de l'orage, de la foudre qui est là, qu'on a une espèce de foudre réaliste, naturelle, et qu'on a plus l'impression ici avec cette tour que, ok, en fait, dans l'ordre des choses, il y a des choses qui nous bousculent, qui viennent faire s'effondrer nos certitudes, ou les parties de notre vie qui sont construites sur du bancal, qui était vraiment un peu genre superflu, et qui nous enfermait. Hein. On a tous ces... un côté tour de garde comme ça, rempart, forteresse, ça va pas. Mais que, en fait, c'est comme si ça t'éclaircit, et vraiment un éclair intentionnel, qui n'est pas l'éclair naturel qui vient avec la tempête, mais qui est plutôt, ok, si cette structure ne fonctionne pas, alors encore une fois, je vais faire tomber ma couronne, qui était aussi là sur le précédent, et prendre ce risque-là de m'effondrer de tout ça. On a aussi un rappel des personnages potentiellement de la carte précédente, mais je pense que je les lirai probablement pas de cette manière. Bref, on continue, sinon on n'avancera jamais. L'étoile, on a encore des taches de sang sur l'aile de l'ibis qui va me refaire penser à la carte de la mort.
Est-ce que j'ai envie de dire quelque chose sur la carte de l'étoile? Non, en fait, j'ai envie d'avancer. Et la lune, alors encore une fois, il y a quelque chose dans la représentation qui m'invite beaucoup dans cette carte. Si, pourquoi? Parce qu'on a un berger allemand d'un côté et un loup de l'autre. Et je suis une très très grande fan des chiens en général. Moi, j'adore les chiens, je suis totale gouine à chiens. Et j'ai grandi avec beaucoup de bergers allemands qui venaient d'une ferme avec beaucoup de consanguinité et tout ça. Et des fermiers qui, souvent, je ne peux pas dire de ces gens-là en particulier, je ne les connaissais pas, mais pas assez. Mais il y a quand même beaucoup de violence animale chez les fermiers. Alors moi, je suis très trigger là, en ce moment, c'est très difficile pour moi, c'est très activant. Les manifestations violentes et virilistes des fermiers, quand on vient du monde agricole et qu'on connaît toute la violence de ce milieu, voir qu'en fait, donner de la gueule, agresser des gens, voilà, ça obtient directement le fait d'être entendu au niveau gouvernemental, que ça amène à des mesures écocides, hein, comme le fait de reporter la question des jachères et tout ça. Et je ne veux pas dire que toutes les revendications des agriculteurs y sont inutiles, pas du tout. Mais par contre, je veux dire que quand on vient de ce milieu-là, on connaît aussi leurs mensonges, on connaît leur façon de porter de la voix, on connaît leur masculinisme. Et que, voilà, en fait, c'est très activant pour moi ce qui se passe en ce moment. J'ai aussi beaucoup repensé aux violences faites aux animaux dans ces milieux, de plein de façons, plein, pas juste, je pense pas à l'élevage en fait. Qui est une autre question. Je pense que j'ai pas besoin de vous démontrer que c'est quelque chose qui est basé sur la violence, évidemment, mais aussi avec les chiens et le fait que l'utilisation de glyphosate et tout ça, que par exemple la Commission européenne a décidé aussi que finalement c'était reporté au calendrier grec et qu'on pouvait continuer à utiliser un produit aussi toxique et dangereux que le glyphosate. Je sais pas, moi je le trouve assez puissant en fait, les lobbies fermiers assez écoutés, mais bon voilà, je vais encore m'attirer les foudres des gens, mais je pense qu'ayant grandi dans un milieu violent, j'ai encore le droit d'en dire ce que je veux. et voilà, les chiens aussi tués à cause du glyphosate et des excès de glyphosate et tout, enfin bon bref, donc les violences de ce milieu me reviennent bien à la gueule en ce moment, c'est vraiment très très actif pour moi. Et voilà, je vais rentrer sur plein de sujets d'un coup et être plus explicite dans ma pensée, mais je ne vais pas y arriver, je crois, sur la question, parce que c'est pas non plus rationnel, hein, et on est là bien dans la carte de la lune et je vous parle de ça, c'est qu'il y a un élément déclencheur là, et moi j'arrive pas à faire forcément la part des choses parce que et avoir complètement du recul sur la situation, parce que ça ouvre aussi tout le trauma des violences que j'ai subies et qu'en partie je subis encore en tant que personne queer issue de ce milieu agricole, quoi. Donc c'est chaud, et je pense que la lune, elle parle aussi en grande partie de ça. Et j'ai été attaquée plusieurs fois par des bergers allemands. Alors j'aime beaucoup les chiens, j'ai pas peur des chiens parce que j'ai été aussi à la ferme d'ailleurs, mordue par un plus petit chien quand j'étais plus jeune, au milieu des vaches. C'était quelque chose, c'est pas la ferme, les fermes d'où je viens, parce là c'est plus des cultivateurs que des éleveurs, mais c'est une autre forme de ma famille. Mais j'étais attaquée quand même à plusieurs reprises par des bergers allemands qui étaient... Voilà. Bref, du coup, pour moi, le fait de voir un berger allemand sur cette carte ici, ça me rappelle aussi le fait de... En fait, j'ai jamais eu peur des chiens parce que j'ai été attaquée par des chiens, mais les bergers allemands, j'ai quand même des réticences. Et j'ai vu beaucoup de chiens violents dans le monde agricole, et souvent, bah, évidemment, hein, comme tous les chiens violents ne sont jamais parce que les chiens sont une espèce violente à la base, mais le sont parce que les humains les rendent violents. En général, sans m'attarder sur le cas de ces chiens-là en particulier. Mais voilà, du coup, c'est une carte qui va m'amener à réfléchir à beaucoup de choses. Et oui, comme le fait que je suis vraiment très choquée, en fait, par les manifestations agricoles et le crédit qu'on leur accorde. C'est toujours des moments très difficiles pour moi, quand les gens, de voir, en fait... Ok, toi t'es blanc, t'es dans ton tracteur qui vaut 100 000, 200 000 euros et tout, tu t'en vas bloquer des routes et du coup c'est plus des émeutes, c'est pas des prises en otage comme quand on parle des ouvriers, c'est pas des émeutes quand on parle des jeunes racisés, c'est pas du vandalisme en fait, ça montre vraiment toute la puissance de cette classe moyenne, souvent quand même qui... je vois bien qu'il y a des conditions difficiles au niveau de plein de choses, financiers et tout, mais en fait qui possèdent énormément, parce que la valeur des terres, hein, on sait si on a vu ce que ça peut donner, enfin, bref.
et tout leur matériel agricole et tout, quoi. Et donc, en fait, malgré que, ok, peut-être que ces gens ont des conditions de vie difficiles, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est, moi, d'être propriétaire de sa baraque, de ses terres et tout ça, de quand même avoir du mal enfin, bref. Mais voilà, il y a quand même énormément d'injustices sur l'aspect genré, l'aspect racisé, l'aspect racialisé, l'aspect de classe et tout, de l'importance qu'on donne à des luttes et à des revendications. Et c'est vraiment extrêmement difficile pour moi comme injustice de voir qu'en fait, plus les gens y vont, on donne de la gueule et plus on les croit en fait, et que les victimes de ces milieux-là, on les croit pas. Et je pense que une des choses dont les premières choses dont les agriculteurs sont victimes, en fait, c'est le masculinisme et le virilisme de leur milieu, et la culture de la violence dans leur milieu, et la culture de la haine, par exemple, des animaux, et de la destruction, hein, avec l'utilisation de pesticides et tout. Donc, ok, en fait, en vrai, c'est les agriculteurs qui sont les premières victimes de l'utilisation des pesticides. Enfin, la plupart du temps, ils ne se présentent pas comme ça, et voilà. Donc, voir la lune avec un berger allemand, clôturer là-dessus. J'aurais certainement passé une partie de ma vidéo au montage, parce que je pense que moi, j'ai pas les mots pour dire, au-delà de ce qui a été trigger pour moi et qui réveille un sentiment d'injustice profond et la violence d'un milieu et tout. Du coup, c'est un peu aussi difficile de garder ici, en tout cas sur ma vidéo, quelque chose qui est plus construit et avec des arguments scientifiques. Je pense qu'il y a beaucoup d'arguments de fact-checking qu'on ne fait pas et de désinformation qu'on accepte en fait quand on laisse parler les agriculteurs. Et je pense que ce serait vraiment intéressant de déconstruire leur discours, mais aussi pour valider certains de leurs arguments probablement et en démonter d'autres. Sauf que là, moi, je suis juste là pour invalider parce que je parle avec mes tripes de la violence de ce milieu et que je vois encore où ça mène à l'heure actuelle. Mais le berger allemand sur la Lune me ramène à ça et au sentiment d'angoisse que ça peut créer et vraiment de cauchemardisation, quoi. Je me rentre dans mon monde, tout devient un trigger, tout me rappelle des choses. Voilà, je repense à la violence par rapport aux animaux, mais à plein de choses, à plein de niveaux. Et voilà, du coup, c'est touchant pour moi de voir le choix d'avoir un berger allemand sur cette carte ici. Et donc, je sais pas, je trouve qu'avec peu de symbolique, en fait, il y a beaucoup de choses dans ces cartes-ci qui peuvent nous permettre de nous projeter dans la carte. Et voilà, ouais, on va quitter la mare pour aller vers cette mer. Est-ce que c'est une mer cosmique ou pas? En tout cas, elle est houleuse. Ce qui nous attend là. Des espèces de diamants avec le soleil. Pourquoi le mec est comme ça je sais pas. Et que la femme a l'air d'être une espèce de princesse de glace comme ça, un peu genre patineuse. Je sais pas, c'est un peu chelou. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu factice là qui vient avec le soleil. À observer. D'ailleurs, je trouve que le jugement a un côté bien chelou aussi. Je comprends pas. Je comprends pas ce que cet enfant fait là, tout ça, mais j'aime bien la palette de couleurs et je suis sûre qu'il y a aussi des choses intéressantes à observer ici. Mais là, tout de suite, ça ne me dit rien. Peut-être que je suis encore un petit peu dans la lune. Et ce personnage ici, je pense que c'est censé être un personnage, on aime bien dire que c'est un personnage qui est androgyne, qui n'est ni homme ni femme, avec le monde, etc. etc. Et en même temps, je sais pas, mais c'est quoi ce corps? C'est juste assez étrange. Ce monde est un peu creepy, mais à réfléchir. Mais je trouve souvent le monde creepy. Je sais pas si vous suivez parfois mes reviews, mais j'ai tendance à être facilement creepyisée par la carte du monde. Parce que je crois qu'il y a une espèce d'idéalisation du corps humain dans cette carte qui souvent me donne un truc genre... C'est chelou en fait. Ok, alors, intéressant ici de noter qu'on a pour le coup des arcanes mineurs complètement atypiques. Et je pense que je vais isoler les suites des figures. Et je crois que ce qui est intéressant quand les numéros sont autant mis en avant, c'est quand même de regarder les cartes pour l'ensemble de la suite, mais aussi comparer les as entre eux, les deux entre eux, etc. etc. Et c'est là que la vidéo prend un tournant un peu plus classique pour moi, parce que c'est une façon aussi de vous emmener dans mon processus de quand je découvre des tarots. J'aime quand même à chaque fois faire ça, comparer chacune des cartes entre elles. Donc vraiment
aligner mes cartes de suite, genre mettre les 10 cartes de chaque suite entre elles ensemble, mais aussi, comment je vais faire pour que ça rentre dans mon cadre, que je ne vois pas forcément très bien d'où je suis, mais aussi comparer à chaque fois chacune des cartes entre elles, donc ici tous les as par exemple. Ouh, ah, le choix des mots-clés, puisque les as sont quand même déterminants pour le reste de la suite, c'est assez intéressant de voir ce qui a été choisi comme mots-clés, non seulement pour les as, mais d'après moi aussi pour la suite. Richesse, qui est un terme souvent quand même très connoté au niveau financier, mais là on a la planète derrière, on a la Terre, du coup on peut peut-être penser à autre chose, mais voilà, et des feuilles de chêne aussi, hein, qui nous montrent aussi la tradition, la durée, tout ce qu'on obtient aussi avec le temps. Mais d'accord, c'est chargé, en tout cas comme terme énergie, c'est intéressant parce que moi c'est un terme que je vais beaucoup plus facilement associer ici à la question des bâtons, donc très intéressant en classe d'épée. On a des espèces de plumes fractales qui sortent du point d'impact au milieu du A là. Donc on a le grand A et l'élément au centre qui semble focalisé sur les bâtons et les épées, genre bien concentré à l'intérieur du A, et qui déborde du A avec les bâtons et les disques, j'imagine, la terre et l'eau, les coupes. Ok. Donc potency, est-ce que je ne traduirais pas forcément ça par potentiel? Comment on traduit potency? C'est la... Je sais pas, est-ce qu'il y a potentiel, mais aussi... Parce que potentiel, c'est potential. Et potency... Et la potence, est-ce qu'on dit ça en français? Hein, écoute, beauty, pour l'eau, ça nous met dans un truc très vénusien. C'est intéressant. Je crois que c'est un truc qui a à chercher du côté des coupes, mais là, avec l'as, ok. C'est très tot aussi, les formes là sur les côtés. Je sais pas comment expliquer ça. Très tarot tot. Énergie, potency, wealth. Oh, je sais pas trop ce que ça m'inspire là. Pour l'instant, je suis mitigée, je pense. Alors que jusqu'ici, ce que j'avais vu dans les mots-clés me paraissait assez inspirant. J'essaie de mettre les cartes d'une façon où vous les voyez bien. Je suis pas sûre que ça réussit. Et là, je me pose des questions. Ok, bon, on va continuer. Les deux. Oula. Peace pour la paix. Pour les épées, là, c'est le mot habituel. Hein, je pense aussi dans le tarot de Thoth et donc dans le système de l'ordre hermétique de la Golden Dawn, avec ses visages un peu creepy. Mais pas, je sais pas. Je sais pas si je me laisserais inspirer par le côté creepy de ce tarot. Unité avec ici les disques de la Terre. Et alors la rose blanche et la rose rouge. Ça peut faire penser à plein de choses. Là, tout de suite, ça me fait penser... je sais pas, il n'y a pas eu des guerres des roses, des batailles des roses, genre dans les différentes branches des familles royales en Angleterre ou au Royaume-Uni, et où du coup, pendant des siècles, il y avait des batailles de genre, c'est quel côté de la famille qui va arriver au pouvoir, et la rose blanche est finalement le symbole de l'Angleterre, où je rêve un truc comme ça. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Ok, creepy, encore une fois la question des visages ici, mais le fait d'avoir deux visages, ça nous ramène bien le côté duel chez les deux, love. Donc on est dans un côté assez harmonieux ici, avec l'amour, la paix et l'unité. Et alors par contre, dominion, c'est aussi le mot-clé, la domination, mais dominion, est-ce qu'on traduit par domination? Parce que domination, c'est encore pareil, c'est domination, mais dominion... J'ai pas les mots-clés en français sous la main, je ne vais rien dire du tout. Ouais, très tarot de Thoth, du coup, aussi sur ce mot-clé là, précisément. On n'a pas de correspondance astrologique qui revienne. Est-ce que c'est pas Mars en bélier, normalement, les associations astrologiques de cette carte? Ok, c'est intéressant que le 2, ici, dans les bâtons, dans les pentacles, ce soit... une branche qui me fait un petit symbole, un petit écho au bâton. Je continue parce que j'ai pas grand chose à dire. Ces grands chiffres, c'est spécial. Et encore une fois, ici, on a avec le chagrin,
là, on a les épées qui forment enfin, c'est pas encore une fois, c'est la première fois que c'est le symbole de la suite qui forme le chiffre. Ok, chagrin, ouais, bon, 3 d'épée, c'est pas... Je ne sais pas dire si c'est les noms du tarot de Thoth, mais c'est bien possible. Hein. La joie, avec le fait que ça se redistribue entre les coupes ici. C'est joli, en même temps, il y a un côté un peu creepy, encore une fois, cette espèce de couleur sang, là, intéressant. 3, le gain. Ouais, j'en viens pas trop quand c'est trop axé richesse et monnaie, comme les disques ou pentacles. Et entreprise ici, avec le 3 de bâton, pour moi, ça fait très très Thoth, c'est vrai, là, pour l'instant. J'étais pas sûre parce que je trouve pas forcément ça au niveau de géométrique et tout, je connais pas bien le tarot de Thoth. Hein. Mais sur certains symboles, là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit plus avec le repos, le répit, ici, du 4. La satiété, très Thoth aussi, avec les coupes qui dégoulinent ici, avec le 4 de coupe. Complétion, la complétude, avec le 4 de coupe, très, très structure, hein, le 4 qui se retrouve dans un rond ici, avec les pentacles, disques ou deniers, ou en tout cas l'élément de terre, et ici dans le carré. La perte, avec le 5 d'épée, les regrets avec le 5 de coupe. Encore une fois, très sanguignolant. Hein. Quand on pense que le mot-clé de là, c'était la beauté, je ne suis pas sûre que, que c'était vraiment déterminant pour ce qu'on allait pouvoir voir dans la suite. Adaptation avec le 5 de coupe de disque ici. Ça, j'aime bien. Hein. Pour l'élémentaire, je trouve ça chouette. Je trouve ça très stimulant aussi avec la couleur, vous êtes orchid, c'est ça? Avec la couleur arc-en-ciel au milieu, qu'on va garder d'ailleurs après pour le 6. Et tentative, essai ici, avec le 5 de bâton. Yes, ok, Dan. C'est très... Quand même, je pense qu'en tirage, ça peut être très, très inspirant. Hein. Le 6 ici, avec les épées. Et alors, c'est le changement. Carte transitoire. Hein. C'est science, normalement, le mot-clé dans le Thoth. Donc, on voit qu'on a, on a des références au système du Thoth et au système du Rider-Waite-Smith. Et probablement, comme c'est très numérologique, il y a des clins d'œil au tarot de Marseille aussi. Et en même temps, il a vraiment son système propre. Donc, il y a certaines épées qui sont tellement abîmées, tellement rouillées, qu'on voit à travers, qu'on voit qu'il est temps de changer, d'aller vers autre chose aussi. Qu'on est au bout de certains processus mentaux. Et c'était quoi le mot-clé encore pour les épées? Ok, énergie, avec l'as. Satisfaction. Est-ce que c'est pas plaisir dans le tarot de Thoth? Peut-être, mais satisfaction, c'est un mot que j'ai déjà vu. Peut-être que c'est quand même dans les mots de l'ordre hermétique de la Golden Dawn. Oui, je reviens pas trop là-dessus. Ok. Très harmonieux, hein, l'harmonie des 6 est là. C'est que le côté roux, qu'on va revoir par la suite, mais cette fois-ci associé aux coupes, alors que les roux, on les voit aussi pas mal. Vous allez voir. Revenir dans les disques. Je trouve ça très joli. Le bien-être. Pas le bien-être dans le sens wellness, mais well-being, le fait d'être être bien, ouais, le bien-être. Mais pas wellness dans le sens industrie du bien-être, mais wellness me paraît quand même bien large comme terme et intéressant. Victory, le mot-clé très traduit là pour le coup, avec les bâtons. C'est très brillant hein, comme victoire. Valeur avec le 7 ici, je pense que ça a aussi un peu Thoth traduit. Pour les bâtons, imagination avec le 7 de coupe. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je trouve que c'est parfois limitant d'être un peu dans une idée de confusion, de manque de clarté avec les coupes. Le 7 de coupe et imagination est un mot qui va bien, tout comme le fait de rêver tout éveillé. Et on a un dragon, donc on a aussi une idée de transformation qui vient là. Et puis aussi une idée d'imagination dans le sens, est-ce que c'est un animal réel ou pas? On avait incertitude avec ses épées éparpillées et aussi un peu... elles sont en train d'essayer de... Voilà, elles sont plus très droites toutes. Il y en a juste une ou deux qui sont encore droites. Les autres sont en train de plier face quoi, à l'impact du vent, à essayer de faire vibrer ce 7 qui ne brille pas, qui ne vibre pas.
Je crois qu'en tirage, ça peut être vraiment très très intéressant parce que ça nous sort peut-être de nos clichés du Rider-Waite-Smith, de nos habitudes du tarot, tout en ayant des choses auxquelles s'accrocher retard. Avec le set de pentacles ici, je trouve ça vraiment cool. Voilà, on est dans la réévaluation en tout cas au niveau des sets et dans un temps d'attente qui nous permet aussi de rêver. Ou alors qui nous demande, avec l'imagination, qui nous demande de faire preuve de courage. Valeur, on dit ça? Non, mais comment on dit en français alors? Putain, je suis pas du tout d'humeur à traduire correctement, ça va mal se passer. L'instabilité avec le 8 de coupe aussi, encore quelque chose qui nous pousse à réfléchir à ce qu'on entend par le 8 de coupe. Et ce côté mur qui se fondit derrière et les pierres du 8 qui ressortent. Conflit avec le 8 ici. Dans les endroits où on pourrait se rencontrer. Alors, comme un diagramme de veine, là, on a le truc qui va percer. Ok. Compétence. Skill. Savoir-faire. Avec la personne qui travaille avec le 8 de pentacle. Plus classique. La vitesse aussi, un mot-clé classique qu'on voit souvent chez les bâtons. Ok. On devine presque pas les bâtons qui sont en train de fendre comme ça les courants du 8. Ok. On a fait le tour. Ok, préparation. Je trouve ça très cool. Il y a un côté assez rituel, assez fort, je trouve, avec le 9 de bâton. J'aime bien, ça fait réfléchir. Le content, le fait d'être content, d'être satisfait aussi. Mais on avait déjà satisfaction avec une autre carte, avec le 6, c'est ça? Peut-être qu'on va choisir vraiment le fait d'être content, d'être bien, d'être parvenu là à trouver un peu d'équilibre au bout de ce 9. Dans le rond de ce 9, je trouve ça sympa. Et puis de s'incarner dans la coupe aussi, qui est assez cool. Désespoir. Mais on va où avec ce désespoir ici? C'est très très inspirant pour des cartes difficiles, comme les dernières cartes de coupe, d'épée, pardon, avec le désespoir dans le Rider-Waite-Smith. La prudence, avec le 9 de bâton. Enfin, ok, ça va aller, on va s'en sortir. Et en même temps, on a tout ce qu'on a déjà mis pour arriver là. Un excès de prudence. C'est assez intéressant. C'est pas ce que je pense souvent quand je pense au 9. Mais ce serait intéressant de voir comment, au niveau numérologique, comment ça fait miroir les différentes choses. Ah, la prospérité, avec cet arbre qui porte ces disques, du coup, dans le pentacle. La désolation, avec la roue qui est faite des épées multicolores dans ce 10 d'épée. Je trouve ça très joli, hein, très inspirant aussi. Et je trouve que du coup, il me fait penser à un tarot qui est un peu un mix avec des références Thoth et des références Thoth et des références Rider-Waite-Smith. C'est le tarot du nouveau départ en français ou le New Chapter Tarot en anglais. Et j'ai l'impression que la personne, Catherine Briggs, qui l'a créé, a dû aller chercher des inspirations dans ce tarot parce que quand je vois certaines des cartes ici, il y a des éléments qui me font penser à ça. Je les comparerai bien à un moment. Le succès avec le 10 de coupe. Et ces coupes qui communiquent les unes avec les autres. C'est une représentation que j'aime beaucoup, beaucoup dans le 10 de coupe. Quand il y a de la fluidité qui se passe entre les différentes coupes. Et on a le succès du cercle de l'Ouroboros ici. Et l'oppression avec le 10 de bâton, qui, je me pense, est aussi le mot choisi dans le tarot de Thoth. Mais je peux me tromper, je ne le connais pas par cœur. Et puis, je sais qu'il y a des tarots qui ont des variations sur ces mots-clés-là. En fonction des traductions, en fonction de est-ce que c'est des Thoth plus ou moins scolaires ou pas. Et quand j'observe, du coup, toutes les coupes entre elles, tous les bâtons entre elles, tous les épées entre elles, ce serait ma prochaine étape dans l'étude de ce tarot. Je serais vraiment intéressée, mais je suis même pas sûre que j'aurais envie de le faire, là, pour le coup. J'ai l'impression que j'aurais vraiment envie de me laisser surprendre, que les cartes, quand je les tire ici, ramènent des côtés un peu différents de ce que j'ai d'habitude. Et parfois, on est trop sur ses acquis, en fait, quand on tire les cartes. C'est vraiment juste sympa de pouvoir les tirer et d'être amené à autre chose. C'est assez intéressant. Les voir autrement, quoi. Et c'est aussi très intéressant. Je ne vois pas très bien le cadre que j'ai devant, que je vous présente. Ça marche, j'ai un peu du mal à vous montrer ça correctement. Intéressant d'avoir choisi aussi de garder des mots-clés pour les cartes ici, quoi. Princesse, transformation. Elle est extraordinaire, cette princesse de bâton. Prince, aspiration.
Yes, ok, j'aime bien le côté volant en plus. Ça, pour moi, ça va très bien, côté cavalier, au côté chevalier. Réflexion avec la reine, qui est une facette de la reine, de bâton, qu'on n'explore pas assez souvent. Ça me permet vraiment de voir des facettes des cartes de cour que je trouve très très chouette. Innovation avec le roi. Alors après, les personnages sur leur trône... basique, ça m'intéresse pas. Mais j'aime bien quand les pages ou les 6 princesses font un avec leur élément. Et donc cette espèce de phénix, transformation dans la princesse, me parle beaucoup. Est-ce que ça fait très tarot de tête? Je sais pas, j'ai pas vraiment les cartes en tête. Mais je vais faire une comparaison d'office quand j'ai fini cette vidéo avec mon tarot de tête de référence et avec mon new chapter. Et peut-être, je vais sortir... certains de mes tarots qui ont des mots-clés du tot, comme le Outgrow Yourself, tout ça. Là, celui-là, je ne sais pas, il me fait penser au tarot de tot, en tout cas. Évolution avec la princesse de coupe, créativité avec le prince, trop cool, je trouve. Vraiment d'aller se chercher ailleurs dans les mots-clés. La contemplation avec cette reine qui est magnifique, et qui est faite d'algues, qui est à la fois une sirène et une selkie et un être d'algues. L'inspiration avec notre roi ici. Avec le symbole du signe des poissons aussi qui revient, ok. Contrôle, et alors là on a le côté énergétique, le parti pris des énergies avec les épées qui revient, avec la princesse d'épée qui est contrôle, j'aime beaucoup, j'aime bien, ça me la rend puissante, et ça me fait penser quand même à la puissance qui est donnée aussi aux princesses dans le tarot du nouveau départ. Et c'est aussi quelque chose qui revient dans le tot parce que les princesses, donc les pages ou les valets, c'est les cartes qui représentent la condensation de toute l'énergie, un peu comme les as, des figures et de la personnification de l'élément, l'incarnation de l'élément, l'incorporation de l'élément. Et donc on a vraiment toute la puissance de l'élément qui est contenue dans les princesses, puis c'est à nous de voir ce qu'on en fait ou pas. Mais voilà, c'est d'une force. Et donc, je trouve que le contrôle mental ici est vraiment très intéressant. C'est là, et j'allais dire autre chose par rapport à ça. Oui, que ça contient aussi dans le tarot de Thoth, alors qu'on va voir après différents niveaux, et que ça contient tous les signes. Vraiment, par exemple, ici, pour les épées, donc l'élément d'air, Verseau, Balance et Gémeaux sont réunis ici à chaque fois, quoi. Et alors, on n'a pas... action avec le prince, donc ça ce serait l'air de l'air dans l'élément de Thoth. On aurait l'eau de l'air avec raison ici et la reine de bâton, et oui on voit une présence de l'eau ici avec le, comment on appelle ça, je ne sais plus le mot, je suis fatiguée, c'est l'heure, on est en toute fin de matinée. Intuition avec le roi d'épée, j'aime beaucoup, et donc ce serait le feu de l'air dans le tarot de Thoth, donc cette façon de comprendre les figures. Et oui, hein, on voit hein, avec les éclairs, avec ici le bout de feu, que probablement, en fait, il y a un parti pris qui a été... ben oui, mais en même temps, on ne voit pas le feu du tout dans les coupes. On va checker. On va continuer, mais là, je ne suis pas certaine. J'adore la croissance, le fait de pousser, le fait de grandir, qui vient ici avec la princesse de Pentacle. C'est génial d'avoir ici le côté fileuse. Oh, cet animal, qui est-il? Je ne sais pas, cette espèce de buste, pas de buste, de buffle. Oh gosh, je suis trop fatiguée, je ne dis plus rien. La construction avec le prince, et effectivement, on a encore une fois la roue, là du rouet, c'est ça? Putain, j'ai peur de mélanger les mots. Qui vient ici avec la construction, très intéressant, la roue pour représenter les disques ici. Elle est kitsch, elle a nurture, elle est nourricière, elle nourrit notre reine de Pentacle, nourrit, mais alors nurture, je sais pas, c'est le genre de mot qui est un peu chiant à traduire en français. Conception avec notre roi de Pentacle, qui j'adore comment elle fait juste un avec l'élément. Trop beau. Je sais pas, trop beau et kitsch à la fois et démesuré. On a l'impression d'avoir un géant. Et dans ma région, la région où je suis, on a beaucoup de géants qui sortent à certains moments de l'année. Du coup, je trouve ça très inspirant aussi de voir le roi de Pentacle, qu'on voit quand même ici aussi comme une suite de tradition.
de choses qui sont ancrées dans le temps et qui reviennent et qui construisent et qu'on transmet et tout, et de le voir comme un géant par rapport à l'histoire de nos villes et villages et régions. Bref, ça m'inspire. Ok. Punaise, qu'est-ce qui fait froid, et en même temps, regardez, j'ai plus que 10 degrés. Je pourrais être contente de faire une vidéo par 12 degrés et demi, mais non, j'ai vraiment froid. Ouais, je sais, la vie est dure. J'aurais voulu être plus en forme pour avoir beaucoup plus de choses à dire sur l'exploration de ces cartes de cours. Mais je pense que ça va se tester en tirage. Comme je n'ai pas encore purifié le jeu, j'ai tiré quelques cartes, mais bon, juste comme ça. Il est quand même, les cartes sont quand même un peu pliées par l'usage. Je trouve ça trop cool que ce tarot ait 34 ans. Que peut-être quelqu'un l'a depuis 34 ans. Bon, je sais pas, parce que je sais que le copyright est parfois sur des impressions qui peuvent dater de 5 ou 10 ans après l'apparition, quelque chose comme ça, chez US Games. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il a été en rupture, quand est-ce qu'ils ont cessé de l'imprimer avant de reprendre en 2018. Là, j'ai trop froid aux mains pour mélanger. Mais ouais, je vais faire mes comparaisons. Peut-être je ferai des toutes petites vidéos de ces moments-là pour ajouter ici. Juste pour que vous voyez comment j'utilise aussi des tarots que je ne connais pas pour les apprendre. Mais je crois vraiment que le potentiel de ce tarot, pour moi, sa puissance, ça va être dans le fait de l'utiliser, de me laisser surprendre, et donc de ne pas être dans mes clichés du tarot, et de parfois, du coup, passer assez peu de temps avec une carte en me disant oh, « moi, je la connais, je pourrais vous dire ça, là », mais que ça ne va pas me chercher plus loin. Je fais mon retour 6 jours plus tard pour faire les conclusions de cette vidéo. J'ai hésité à la partager, j'avais l'impression que c'était vraiment pas intéressant et assez long et que ça n'avait pas, voilà, pas trop d'intérêt. Puis après, en comparant le tarot avec donc le Guild Tarot avec le tarot de Thoth, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de similitudes et que ça aurait certainement été plus intéressant de découvrir les suites et les figures probablement en comparant directement avec le Thoth, même si c'était directement tout un travail en soi et que j'ai pas forcément les compétences pour le faire, puisque j'aime bien l'idée de travailler avec l'iconographie du Thoth, mais sans intérêt pour le fait de maîtriser les éléments occultistes qu'il peut y avoir derrière. Mais ça, c'était intéressant aussi de comparer les mots-clés, de voir ce qui avait été repris ou pas. Et du coup, ça me fait penser que c'est aussi un aspect... J'ai encore envie de dire le mot intéressant, et je vais le dire parce que je suis trop fatiguée pour chercher autre chose, mais c'est intéressant, inspirant. Je viens de regarder la première partie, enfin, la partie de la vidéo que je viens de filmer là, quand vous venez de voir, et je me rends compte que c'est les mots qui reviennent tout le temps. Mais d'avoir comme ça, dès 1990, un tarot qui s'inspire à la fois du Thoth et du Westmith, et peut-être d'autres traditions du tarot. Coup de cœur, c'est seulement aujourd'hui, 6 jours après, que j'ai enfin pris le temps de le purifier. Je l'ai re-rangé, j'ai après utilisé un petit encens aussi pour l'activer. Et là maintenant j'ai trop hâte d'essayer de travailler avec ce tarot. On verra bien ce que ça donne, on verra si j'utilise beaucoup ou pas. Pour 7,50, j'avoue, c'est aussi l'occasion pour moi d'avoir des tarots historiques dans ma collection, que je les utilise ou non. De ce côté-là, pas de regret pour cet achat et cette découverte en bouquinerie. Et enfin, pour clôturer, qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter ? Rien en fait, on verra ce que ça donne à l'usage. Je suis quand même assez séduite par ce tarot, et puis affaire à suivre. Vous verrez bien si je vous en reparle au fil de mes vidéos ou pas. En tout cas, merci pour votre attention. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, c'est vraiment très chouette de parcourir un tarot carte à carte et de donner ses impressions sur chacune des cartes. Ça me plaît, c'est aussi le processus que j'ai moi spontanément, souvent quand j'ai un nouveau tarot, surtout s'il a un système un peu spécial et que j'ai envie de me plonger dedans. Et de temps en temps, avec certains tarots, j'ai envie de faire cet effort, d'avoir cette démarche avec vous. Donc voilà, ça m'a plu. Je ne sais pas si ça vous a plu, si vous êtes encore là, que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour le dire, faire un pouce vers le haut, vous abonner ou m'aider à partager ma chaîne auprès de gens que ça pourrait intéresser, parce que c'est aussi ça qui fait vivre les chaînes YouTube et qui permet de valoriser tout le temps et le travail qu'on met dedans. Bon, pas, en l'occurrence, pas tellement pour cette vidéo-ci, puisque j'ai filmé un processus que j'aurais normalement fait aussi pour moi-même. Voilà, bisous, les gros bisous, à bientôt.